Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Let's Talk With avec Jean-Noël Degalzin, qui est le CEO de Walix et pas seulement. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Donc l'idée, c'est en fait, on va un peu parler de ton parcours, du côté un peu entrepreneuriat également, sur lequel tu as pas mal de choses à nous dire. Le volet, bien sûr, recrutement, puisque tu as développé au fur et à mesure des années une expertise sur le sujet. Après, bien sûr, un peu ta vision de l'écosystème cyber pour terminer après sur la rubrique Si je te dis, on y reviendra donc à la fin. Mais pour commencer, Jean-Noël, est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement qui tu es? Je m'appelle Jean-Noël Degalzin, Jean-Noël qui est déjà pas un nom commun. On me l'a rappelé nombreuses fois à l'école. Maintenant, je suis très content parce que j'ai la chance d'avoir, j'essaye d'être le cadeau d'un maximum de gens. Je plaisante, non. Donc, je suis entrepreneur, voilà, dans l'IT, dans la technologie, spécialisé dans la cybersécurité. En fait, j'ai la chance de travailler dans un domaine qui me passionne, qui est l'informatique, et d'essayer de trouver du sens dans ce que je fais, en ce sens que je crois que la cybersécurité est à l'informatique, ce que la sécurité est à la société. Donc, on essaye d'apporter, de contribuer à créer un numérique durable, et j'essaie de partager cette passion avec un maximum de gens autour de moi, à la fois en développant une entreprise qui, j'espère, deviendra une entreprise industrielle européenne, et ensuite à travers mes engagements associatifs pour transmettre l'appétit pour la construction du futur, un futur qui nous ressemble, et pour changer le monde, ce qui est à mon avis la motivation de beaucoup d'entrepreneurs. C'est vrai, c'est vrai. Alors justement, alors tu es diplômé en mathématiques et en économie. La première question qui vient, c'est comment tu es arrivé dans la cybersécurité? En fait, par hasard, en étant utilisateur et en étant confronté à des difficultés et en résolvant ces difficultés pour des clients. En fait, moi, j'ai découvert l'informatique très jeune, quand j'étais au collège. Je suis rentré en France, j'avais 10 ans. Avant, j'avais vécu en Afrique. Et puis, quand je suis arrivé au collège en région parisienne, le proviseur du collège m'aimait bien, et donc il m'a fait découvrir l'informatique de l'intérieur, un ordinateur de l'intérieur. Ça a été mon premier contact. Ensuite, j'ai été passionné par tout ce qui est Spectrum, Amiga, Commodore, puis les consoles de jeux, mais la programmation, à l'époque où il était difficile de sauvegarder, et quand les parents enlevaient la prise, on perdait tout le programme qu'on venait de faire si on n'avait pas sauvegardé sur un support physique. Et ensuite, quand est arrivé Internet dans les années 90, on va dire à partir de 95, j'allais dans les cybercafés, je passais du temps sur les réseaux, sur Unix, sur les BBS, etc., discuter sur les chats. Et donc, c'est sûr que quand j'ai découvert en 1997, à travers une exposition Passeport pour le cybermonde, qui a été montée à la Cité des Sciences, la première exposition sur Internet en France, à ce moment-là, j'ai plongé dans l'Internet et découvert le potentiel d'Internet. Et j'en ai fait mon métier. Beaucoup dans les logiciels libres, la technologie et les logiciels libres jusqu'en 2002-2003, où j'avais créé une société Aura spécialisée sur la prestation de services en logiciel libre. Et me suis aperçu qu'avec les logiciels libres, on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait en technologie de manière libre, sans être astreint à une quelconque licence. Et à ce moment-là, il m'a paru intéressant, à travers les différentes capacités que nous donnent les logiciels libres à créer des logiciels, de focaliser la puissance des logiciels libres sur la cybersécurité, en créant Walix en 2003 pour résoudre finalement les problèmes de cybersécurité de mes clients, et à travers la création d'une entreprise qui allie le meilleur des logiciels libres aux besoins de cybersécurité de ses clients, et à développer une activité économique autour de ça. D'accord. Et donc les mathématiques, parce que quand vous faites de la programmation, les mathématiques vous aident dans tout ce que vous faites. Voilà, maintenant, c'est quand même la passion, et beaucoup d'apprentissage par soi-même, beaucoup d'études, d'emmagasiner, d'apprendre des autres,
permet d'en arriver là. Justement, enfin, d'ailleurs, les formations en cybersécurité, alors là, tu parles de 97, 99, 2003. Alors, c'était la prochaine question que tu as anticipée. Effectivement, donc en 99, tu as fait l'acquisition d'une petite agence open source pour fonder Aurora. C'est bien ça, hein? Ouais, Et après, tu la revends en 2003 donc, au groupe Business et Decision. c'est ça. Et tu choisis donc de créer Walix spécialisé en cybersécurité. Oui. Comment tu fais justement pour construire, pour construire en fait une première équipe en cybersécurité, puisque j'imagine que c'était alors déjà aujourd'hui la cybersécurité ça reste quand même encore un petit écosystème, mais comment tu fais justement pour t'entourer de spécialistes en cybersécurité alors que c'est un tout nouveau marché à l'époque en 2003. C'est vrai, mais en travaillant au contact des clients et puis en étant soi-même, à l'époque, je faisais encore un peu de code et puis je faisais moi-même, j'utilisais Linux, je l'installais pour des clients, j'apprenais à utiliser Linux, et j'ai découvert avec Linux la capacité Linux Debian, notamment à l'époque. J'ai connu aussi évidemment Red Hat, Mandrake Soft à l'époque qui est devenu Mandriva, qui était la distribution Linux française, et on avait la capacité à appréhender Internet d'une manière totalement libre. C'est-à-dire qu'à l'époque, la cybersécurité était à un tel niveau, ou plutôt le réseau Internet, quand les entreprises ont commencé à être interconnectées à Internet, quand les maisons, je me souviens de l'explosion de la DSL, ont commencé à être interconnectées à Internet, on pouvait accéder n'importe quand, n'importe où, extrêmement facilement. Il y avait comme ça une espèce de sentiment, on va pas dire un sentiment de puissance, mais un sentiment de liberté sur les réseaux qui était hallucinant. Voilà. Et donc, quand on va chercher donc les failles, et quand on va, on va dire, déambuler de switch en réseau, en équipement, en serveur, en machine, etc., eh bien, on découvre aussi, quand on va tester les machines et les réseaux, on découvre aussi les failles et peut-être les moyens d'améliorer les choses. Et donc, ça a été une appréhension d'abord de la capacité à utiliser la technologie pour entrer, pour aller se balader sur les réseaux, mais aussi pour se protéger contre ceux qui peuvent le faire. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qui est intéressant, c'est que la cybersécurité, c'était un terrain assez vierge. Et les logiciels libres nous donnent une capacité à développer, à créer des logiciels dans tous les domaines. Et il me semblait que les logiciels libres étaient parfaitement adaptés pour pouvoir créer, à partir donc d'une distribution Linux Debian, un produit de cybersécurité multifonction, on va dire, puisque le premier Walix, c'était un firewall multifonction qui s'appelait Global Secure et qui permettait de résoudre toutes les problématiques de réseau et de protection des flux Internet et des flux mail à l'époque. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Walix avec une équipe d'ingénieurs, souvent stagiaires ou ingénieurs en système et réseau. Et on a créé Walix en 2003. Et au début, pendant 5 ans, on a fait du service pour les autres. On a vendu nos services, en particulier pour le groupe Total, qui était le premier gros client. On a géré jusqu'à 120 filiales du groupe Total, donc à travers le monde entier, qu'on a appris à travailler dans un environnement international pour un grand groupe, dans des contextes très réglementés. Et c'est de là qu'est né le métier d'aujourd'hui de Walix, c'est-à-dire qu'on a inventé la technologie de traçabilité de Walix, le bastion, en travaillant au contact de nos clients et en ayant la responsabilité de savoir les aider à contrôler tous les accès à leur réseau dans le monde entier et en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est ça qui, en travaillant avec cette équipe, une dizaine de personnes, qui m'a permis de transformer en 2009 Walix en éditeur de logiciels spécialisé dans la traçabilité informatique, dans ce qu'on appelle le Privilege Access Management. Mais en 2003, quand tu as créé Walix, est-ce que tu savais que tu allais t'orienter vers ça en 2009? En 2003, je savais que, donc en 2003, on va dire, j'ai revendu ma société qui était une société de services spécialisée dans les logiciels libres, mais qui abordait, on va dire, qui développait des applications, tout type d'applications pour des clients à base de logiciels libres, pour focaliser notre expertise des logiciels libres dans un domaine particulier, pour me focaliser sur un domaine particulier,
qui est la cybersécurité. Donc, on va dire de généraliste, je suis devenu un spécialiste de la cybersécurité et des réseaux. Et au début, non, je ne savais pas qu'on allait être un champion des accès et du PAM, puisqu'on avait plus une mission d'être capable de gérer la cybersécurité pour nos clients de diverses manières en utilisant la technologie. Et que ce qui a changé, c'est qu'en 2009, on a découvert cette technologie, en particulier de traçabilité, ce qu'on appelle le session recording, la capacité à identifier les utilisateurs, gérer, contrôler les sessions des utilisateurs pour faire en sorte de devenir un éditeur de logiciels avec des équipes focalisées sur l'excellence dans ce domaine-là pour transformer cette innovation en produit et la mettre à disposition du plus grand nombre. Et donc, on a basculé d'une entreprise de service à une entreprise industrielle du logiciel, ce qui est un autre métier. Et aujourd'hui, Walix est un pur éditeur de logiciels, donc d'origine française, avec une ambition mondiale. Alors justement, alors là, aujourd'hui, Walix, effectivement, c'est une marque qui est connue et reconnue pour son expertise, mais je voudrais quand même revenir un petit peu en arrière. Entre déjà 2003, Total te fait confiance, alors que j'imagine il y avait quand même d'autres acteurs qui étaient peut-être plus connus, plus rassurants. Pourquoi déjà Total, qui est l'une des plus grandes entreprises françaises, passe par une entreprise qui vient d'être créée comme ça, Walix? Alors bien sûr, tu as des antécédents entrepreneuriales, mais ça, je ne sais pas si Total y prête attention quand ils étudient votre proposition. Et aussi en 2009, comment il est là, le marché de la cybersécurité exactement? Est-ce que tu peux un peu nous remettre un peu dans le contexte? Alors, ça fait depuis oui. Oui, on va dire que à l'origine, le logiciel de la cybersécurité, c'est l'antivirus. Hein. On a un équipement, un serveur, une machine, on met un antivirus dessus pour protéger le système contre les corps étrangers, on va dire, les programmes étrangers, programmes malveillants ou pas, ou programmes de renseignement, mais programmes étrangers. Deuxième étape, quand on a interconnecté la maison et le bureau à Internet, sont apparus les firewalls. Donc, c'est Check Point, on va dire l'entreprise emblématique du firewall, et qui devient indispensable pour pouvoir s'interconnecter sans risquer de multiples attaques à Internet. Et donc, nous, on a au début focalisé Walix sur la création d'un firewall avec déjà en tête une particularité, c'est d'être une alternative aux produits israélo-américains qui dominent outrageusement le marché depuis des années. Et donc, nous, ce qu'on proposait, c'était une solution alternative et qui répondait aussi à des contextes on va dire, d'usage à distance. Donc, capacité d'utiliser simplement ce type de technologie, de la déployer simplement dans des contextes très divers de clients, ce qui était le cas du groupe Total. Et ensuite, la troisième étape de la cybersécurité dans laquelle on est entré aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'ère de la mobilité, avec un nouveau paradigme qui est de gérer les risques informatiques liés aux utilisateurs dans des contextes très différents, très divers, et on gère avec ce qu'on appelle les technologies d'IAM, gestion des identités des accès, Identity and Access Management. Donc nous, comment est-ce qu'une entreprise comme Total nous a fait confiance? D'abord parce qu'on apportait une solution innovante qui répondait à leurs problèmes, qui était de pouvoir gérer la sécurité de leurs filiales aux quatre coins du monde, et notamment dans des régions dans lesquelles on n'installe pas de produits américains ou de produits israéliens. Donc ils sont à la recherche de vraies alternatives, et nous l'avions. Ensuite, parce que nous avions un service de qualité, et donc nous avons résolu un problème au Moyen-Orient, puis un autre, et de fil en aiguille jusqu'à 120 filiales. Parce que certains grands groupes français, certains champions mondiaux français font confiance à des startups et qui nous ont fait confiance. Mais c'est vrai que ça n'est pas facile quand on est une petite entreprise et qu'on gère la sécurité pour des grands groupes. On porte un risque. On résout des problèmes de risque, on gère le risque, mais on porte aussi un risque de pérennité pour eux. Et donc, il a fallu, en d'autres temps, se structurer différemment pour faire en sorte que Walix devienne une entreprise industrielle, une entreprise rassurante. C'est pour ça que, par exemple, en 2015, j'ai choisi de faire une IPO, de transformer, de coter Walix à la Bourse de Paris. On est le premier éditeur de logiciels
français de la cybersécurité, pure player de la cybersécurité coté sur Euronext. Et ça, dans l'idée de rassurer sur la pérennité de Walix et faire en sorte qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise du monde soit capable de nous confier un projet de sécurité ou d'utiliser notre technologie sans craindre que nous disparaissions du jour au lendemain. D'accord. Alors, c'est passionnant quand tu parles justement du contexte un peu même géopolitique qui a fait que Walix a pu trouver sa place. Est-ce que tes premières expériences entrepreneuriales, parce que je reviens quand même au côté entrepreneuriat, est-ce qu'elles t'ont aidé? Et si oui, comment elles ont pu t'aider sur le succès après que Walix a rencontré les années suivantes? Ben, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une école de la vie, hein. C'est-à-dire qu'au-delà des études que l'on fait, qui vous amènent avec un background, des compétences, déjà quand on rentre dans le domaine de l'innovation, la première chose que j'ai appris, c'est une forme d'humilité. Et je crois que la qualité qui m'a aidé, c'est la curiosité ajoutée à la capacité de travail. Il faut énormément travailler, il faut apprendre en permanence, il faut se renseigner, faut se challenger, se remettre en question en permanence parce que on est dans des environnements de haute compétition, de haute lutte, où même quand vous êtes une start-up, vous démarrez, vous allez être une start-up, mais vous n'allez pas rester seul longtemps sur le marché. Vous allez vous apercevoir que vous avez des concurrents dans d'autres pays, vous allez vous apercevoir que vous allez faire naître des concurrents. Et donc, voilà, ça c'est une première chose que j'ai apprise. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est que rien n'est jamais acquis et qu'il faut en permanence savoir se poser les bonnes questions, s'entourer pour être meilleur dans différents domaines et offrir tous les atouts qu'une entreprise nécessite d'avoir pour pouvoir se développer. Et puis ensuite, j'ai découvert à travers des expériences dans différents pays le développement à l'international, qui est encore une autre dimension, où il faut là aussi écouter, beaucoup écouter, là aussi être très attentif aux besoins des clients, aux besoins du marché, à la face aux us et coutumes autres, différents des vôtres. Et là aussi, lâcher du pouvoir, c'est-à-dire que l'arrogance à la française, ça ne marche pas dans les affaires. Donc, il faut, par exemple, la fiabilité aussi, apporter une certaine rigueur dans ce que l'on fait, dans les engagements qu'on prend. Les Français ne sont pas toujours réputés pour être des gens fiables ou rigoureux. Donc, il faut être capable d'apporter ça. Et puis ensuite, c'est la cohérence dans tout son parcours. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on fait au début surtout des choses à peu près, on fait des concessions parce qu'on n'a pas les moyens, on fait des erreurs. Et en fait, ce que je vois avec le recul, c'est que maintenant, je préfère faire une erreur rapidement et miser sur le rebond et miser sur les autres et passer du temps à recruter les bonnes personnes et à leur apprendre des choses et à les former et à leur transmettre l'envie et des compétences parce qu'en fait, on ne réussit pas tout seul. Tout ça est très complexe et plus vous développez votre entreprise, plus vous avez de clients, plus vous avez de partenaires, plus vous allez développer votre écosystème. Et dans l'innovation, l'écosystème est clé. Et plus vous avez besoin des autres. Et donc, voilà, c'est un ensemble de ces qualités qui vous rendent cohérent dans votre engagement. Et après, donc, si vous maintenez votre capacité d'innovation et que vous exécutez vos plans stratégiques, eh ben, vous pouvez développer votre entreprise. C'est passionnant, Joël, parce qu'on n'a pas assez l'occasion d'entendre des entrepreneurs d'entreprises emblématiques qui étaient des anciennes startups. Walix, ce n'est plus une startup, hein, c'est une PME aujourd'hui. Mais c'est très intéressant de voir parce que là, c'est sous-jacent, on comprend les difficultés aussi que tu as pu rencontrer. Effectivement, le choc des cultures quand tu sors de la France, parce qu'effectivement, quand on est une start-up française, on ne peut plus réfléchir seulement sur le marché français, mais on est obligé, voilà, de réfléchir à minima sur un plan européen. Et justement, est-ce que dans ton parcours professionnel, tu as des mentors ou un mentor, voilà, qui t'a fait progresser dans ta carrière déjà, même avant l'entrepreneuriat? En tout cas, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui continuent à t'inspirer en tant qu'entrepreneur ou même en tant que personne même?
Alors, bon, moi, je suis davantage inspiré par les philosophes, les intellectuels ou certains grands scientifiques, mais c'est peut-être le côté invention, innovation qui m'attire beaucoup, et puis la culture. Maintenant, oui, je me suis énormément inspiré de plusieurs personnages dans les affaires, dans les inventeurs, les créateurs, chez les créatifs, les peintres ou des personnes dont j'ai lu l'histoire, les biographies, le parcours. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens dans mon parcours, des VC, d'autres industriels, créateurs d'entreprises ou des industriels tout court, qui apportent, on va dire, différentes angles de vue, différentes inspirations justement pour, on va dire, avoir une certaine vivacité, spontanéité dans ce que l'on fait, mais en ayant en tête la façon dont d'autres ont appréhendé cette question, les enseignements qu'ils vous ont transmis. Et je garde toujours une phrase en tête, c'est l'expérience, c'est comme une lanterne qui éclaire celui qui la porte, c'est-à-dire que on apprend des expériences, mais des expériences des autres, mais après on met en œuvre soi-même avec sa propre intuition et puis sa propre expérience et son propre façon de faire, mais on est toujours l'héritier de quelqu'un, de ses parents, de ses inspirateurs ou des gens qui vous ont transmis une envie, et puis aussi des gens qui vous ont appris par leur grandeur d'âme aussi, c'est-à-dire ce que j'ai appris par exemple plus avec des personnalités asiatiques, c'est par exemple aussi la notion du lendemain. De mon background africain, je garde l'idée de la famille et de la notion de tribu et de toujours être concerné par les gens qui sont autour de nous, les gens les plus faibles, et que tout le monde soit bien inclus, et la convivialité, et ne jamais oublier personne. Et du côté asiatique, c'est plus la notion de penser au lendemain, c'est-à-dire pas seulement au court terme, mais avoir aussi toujours essayé de prendre de plus en plus des décisions quand on le peut, qui peuvent avoir aussi un impact à moyen ou long terme dans ce que l'on fait. Voilà. Et je dois aussi beaucoup à ma grand-mère, qui m'a toujours appris à ne pas regarder ceux qui ont plus que soi, mais à regarder la chance que l'on a d'avoir plus que d'autres et de reverser une partie de ce l'on a aux autres. Merci, merci Jean-Noël pour ces mots. Alors, on voit qu'il y a un mélange de culture générale, de curiosité, des cultures qui font que tout ça, en fait, ça va imprégner Oui, également l'ADN de l'entreprise. Et c'est là, en fait, oui, où je veux en venir, de Walix. oui. Aujourd'hui, Walix, c'est 200 collaborateurs. Et alors, déjà, est-ce que tu restes associé à la sélection des candidats qui vous rejoignent? Juste pour terminer ce que tu disais juste avant, Steve Jobs, quand il est revenu à Stanford pour faire son discours auprès des étudiants de fin de promo, il avait dit, les dernières phrases de son discours, il dit, soyez forts, ayez faim, voyagez. Et je pense que ça, c'est des choses importantes dans la vie et qu'on garde quand on est entrepreneur et qu'on n'oublie pas d'où on vient. Il faut garder la foi, le travail, c'est cette force-là et ces convictions. Il faut garder la faim, savoir d'où on vient, toujours penser au lendemain, construire un modèle économique, construire une stratégie et la développer et voyager. Parce que quand on entreprend, quand on a la chance d'entreprendre dans l'IT, dans la cybersécurité ou dans le numérique, on entre dans le logiciel, ce sont des produits industriels pour le plus grand nombre. Et donc, il faut envisager ces produits pour le plus grand nombre.
Et donc, il faut voyager, se nourrir des autres. Voilà, donc ça, je pense que c'est important. Et je pense que Steve Jobs avait, lui aussi, moi, ça m'a beaucoup inspiré, un personnage multiculturel comme ça, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes des entrepreneurs dans un monde qui change. Nous sommes français, mais dans un monde qui change. Après, oui, je reste très impliqué dans le recrutement. J'ai la chance d'abord d'avoir maintenant une équipe RH avec donc une équipe de femmes d'ailleurs dans un environnement d'IT qui est souvent très masculin. Mais l'IT et la cybersécurité est aujourd'hui un monde dans lequel beaucoup peuvent se retrouver de toute provenance, de tout background, hommes, femmes et de toute nationalité. Je reste impliqué sur les recrutements. D'abord, on a un processus dans lequel il y a des gens à différents endroits de l'entreprise qui vont être impliqués à un moment donné du processus. Donc, moi, je suis toujours disponible pour rencontrer des gens. Je suis très attentif à essayer de comprendre la cohérence, la philosophie et d'essayer de trouver le talent au-delà de la pure expertise ou compétence. Ce qui m'intéresse, c'est les talents. Et je garde cette phrase de Mohamed Younous qui dit pour faire grandir une pousse, c'est pas la quantité d'eau que vous allez y mettre, mais c'est la taille du pot. Donc, ma mission par ailleurs, c'est la taille du pot dans laquelle vous la plantez. Et donc, moi, mon rôle, c'est à la fois d'aller découvrir, dénicher ces talents ou aider l'équipe RH à donner mon avis avec l'expérience maintenant que j'ai du recrutement de tout un tas de profils différents. Mais ensuite, c'est de construire une cohérence dans l'état d'esprit, en cohérence avec les valeurs qu'on essaye de mettre dans cette entreprise, et ensuite dans l'idée que je vais moi construire avec mon équipe une entreprise dans laquelle les talents vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir explorer et se développer. Et pour ça, il faut que je construise un pot toujours plus grand pour que les gens qui ont le plus de talent aient envie de venir chez nous, comme ils peuvent aller dans un grand groupe. Parce que chez nous, j'essaye de faire en sorte de développer le plus vite possible ce pot pour qu'ils puissent, lorsqu'ils ont envie de le faire, déployer leurs ailes le plus largement. Justement, alors, quand tu recherches un candidat, bon, l'école peut faire la différence, l'expérience, les compétences. Oui. Mais qu'est-ce que tu apprécies en particulier? Donc, on voit que tu as, d'ailleurs, je le découvre en même temps au fil de cette interview, que tu as un côté humain extrêmement ancré en toi. Alors, tu cherches, alors j'imagine que forcément ça impacte aussi tes recrutements, même l'affect, parce qu'il y a forcément aussi un peu d'affect quand on recrute. Alors, si pas de l'affect, c'est au moins un feeling. Mais toi, qu'est-ce que tu apprécies en fait en particulier chez les candidats? La cohérence, j'aime beaucoup. J'aime les gens curieux, travailleurs. J'aime les gens qui ont une certaine, qui construisent quelque chose. Voilà. J'aime pas les chasseurs de primes. Je me fous de savoir si quelqu'un est le meilleur dans son domaine. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont des gens qui ont une forme de profondeur, qui ont envie de bâtir quelque chose. Les gens qui savent. J'aime bien aussi les gens qui savent dire ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. Montrer ce qu'ils ont envie de faire et dire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, les gens qui savent où ils veulent aller. Et puis ensuite, voilà, j'aime bien évidemment la surprise, comme tout le monde, mais je suis relativement classique après dans les fondamentaux. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est plus forcément moi qui choisis les CV, mais j'ai la chance, en étant assez présent sur LinkedIn ou en faisant pas mal de conférences ou de je sais pas, d'intervention à droite et à gauche. Je reçois beaucoup aussi de CV, beaucoup de candidatures et ça m'intéresse toujours et je réponds toujours. Quand un étudiant, ça fait partie des invitations que j'accepte toujours sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier. J'accepte les étudiants de différents pays et j'essaie toujours d'aller découvrir et mélanger dans les équipes les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, les Africains, les Européens, les Américains,
voilà, du mix comme ça. J'aime bien aussi le mélange des personnalités et des cultures. D'accord, d'accord. Et au niveau de la pénurie des talents, justement, alors là, tu parlais des étudiants, alors on en a de plus en plus qui se forment à la cybersécurité, mais au niveau en fait de la pénurie des talents, quel regard tu portes sur le sujet de la pénurie des talents et comment d'ailleurs, je vais un peu englober cette question, mais comment en fait tu anticipes le marché de l'emploi en cybersécurité aussi ces prochaines années? Alors, le marché de la cybersécurité, la pénurie de talent est une réalité sur ce marché, puisqu'aujourd'hui, il manque 3,5 millions de personnes dans le monde. Il en manque, enfin, c'est ce qu'on disait il y a 3, 4 ans. Je pense que c'est encore pire aujourd'hui. Je crois qu'on manque de talent d'abord parce que c'est un domaine technique dans lequel on manque de profil technique, mais je pense qu'on manque de talent aussi parce que on a l'impression, tout le monde a l'impression que la cybersécurité, c'est quelque chose de purement technique, alors qu'il y a énormément de métiers différents dans la cybersécurité et que beaucoup qui ont un background dans d'autres domaines pourraient trouver des débouchés dans la cybersécurité, parce qu'à mon sens, l'avenir de la cybersécurité est d'être partie intégrante de l'industrie numérique au sens large et des différents métiers. C'est un domaine dit transversal qui touche à peu près tous les métiers. Donc oui, il y a une pénurie. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par souvent une concurrence entre les acteurs eux-mêmes, souvent une concurrence avec les acteurs américains qui ont la particularité d'avoir une capacité à embaucher des gens et à les désembaucher très très vite et donc et avoir une capacité à challenger les salaires et à les augmenter artificiellement en concurrence avec les nôtres, parce que souvent eux viennent après avoir, on va dire, amorti leur propre business model sur leur propre marché qui est beaucoup plus important que le nôtre, et donc ils arrivent avec des moyens financiers pour pouvoir recruter les gens, même s'ils comptent les garder pour de courtes périodes. Je pense pas que ça s'arrange à court terme. Donc, je me suis toujours attaché à ne pas suracheter ou à ne pas survendre. C'est-à-dire que chez Walix, si vous venez uniquement pour gagner un gros salaire, un plus gros salaire que chez IBM ou chez je ne sais qui, ou chez Microsoft ou ailleurs, bah, vaut mieux que vous alliez chez IBM, Microsoft ou ailleurs. Voilà. Donc, nous, on ne se battra pas sur le salaire. On fera toujours en sorte d'offrir un bon salaire, une belle perspective d'évolution, d'intéresser les salariés, y compris les intéresser au capital de l'entreprise, et on est une entreprise cotée, donc ce sont des actions liquides, et de les intéresser à travers tout un tas d'avantages que la société met en place pour que les gens aient ces avantages. Alors, par exemple, on va avoir la flexibilité du travail, on va encourager le télétravail durablement, on a mis en place une charte de télétravail. Ensuite, on va déployer tout un tas d'avantages pour que les gens puissent avoir un lieu agréable dans lequel travailler, hyper accessible, des lieux hyper accessibles, la mobilité géographique, qu'on soit capable de faire en sorte que on ait des animations d'entreprise, des kick-offs, des événements d'entreprise qui soient extrêmement vivants et je pense fameux dans le secteur. Et puis on essaye, et ça j'essaye de développer aussi une culture familiale à l'intérieur de l'entreprise, en même temps qu'une forme d'ambition, une culture familiale et internationale et multiculturelle qui soit agréable à vivre. Voilà, alors c'est un différenciateur fort. Et ensuite, maintenant, ce que j'essaye de faire, et c'est peut-être l'un de nos challenges avec l'équipe RH aujourd'hui et avec l'équipe de direction, c'est de cultiver, de dépenser davantage de moyens sur la culture des talents, mettre un programme de haut potentiel en place, faire davantage d'intéressement des personnes clés, faire des parcours d'évolution des gens, gérer les talents, la formation et faire évoluer les personnes, ce qui fait que chez Walix, des gens qui viennent d'environnements différents peuvent trouver un métier et que donc nous allons combattre la pénurie par l'expérience humaine à l'intérieur d'une entreprise qui veut impacter son marché mondialement et donc faire en sorte que les salariés qui rejoignent Walix soient fiers de porter cette aventure
dans le monde entier, de la faire resplendir dans le monde entier, une entreprise, une aventure à l'européenne, dans un domaine de l'IT qui est largement pas assez européen. Mais justement, enfin, tu parles de rétention des talents, montée en compétences, plan de carrière. En fait, on voit que ça jure peut-être un petit peu avec d'autres entreprises qui sont d'ailleurs, ça peut être aussi des grandes entreprises que des entreprises qui viennent, voilà, qui rentrent dans le marché de la cybersécurité avec des moyens financiers assez importants, qui en fait mettent de côté la culture de l'entreprise, la rétention de talents. Ils sont plus dans une logique de turnover et de la surenchère des salaires. Mais en fait, on voit que en fait, à un moment donné, c'est un marathon et ils vont s'essouffler à un moment donné parce qu'en fait, on voit qu'il y a une telle pénurie des talents qu'une stratégie comme celle que je viens d'indiquer, c'est pas une stratégie pérenne. Alors que justement, capitaliser sur l'humain, et d'ailleurs on revient depuis tout à l'heure, on revient assez sur l'humain, mais là ce que tu as indiqué, c'est énormément axé voilà sur l'aventure humaine. Un dernier volet, s'il nous reste un peu de temps, Jean-Noël, sur l'écosystème cyber. Alors aujourd'hui, en fait, tu es vice-président du pôle de compétitivité systématique, président du groupe Exatrust, secrétaire national du réseau thématique Security Privacy de la French Tech, trésorier et administrateur du fonds Revital Emploi et membre du conseil d'école de Télécom Paris-Tech. Est-ce que j'ai rien oublié? Alors, il y a certaines de ces missions que j'ai arrêtées d'abord. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis essentiellement donc président du groupement Exatrust. J'ai aussi pris une responsabilité de patron du projet cybersécurité du comité stratégique de filière industrie de sécurité. Donc, mon rôle étant de construire avec Michel Vandenberg sur le campus une filière de cybersécurité qui va pouvoir justement travailler avec un lieu totem qui est le campus et avec d'autres, tout un tas d'autres associations du secteur avec lesquelles nous essayons de développer un écosystème, de faire de la France une terre de cybersécurité. Et ensuite, je suis effectivement impliqué dans des sociétés d'investissement comme administrateur ou comme investisseur, comme business angel. Et je prépare, je suis en train de travailler avec d'autres de mes camarades entrepreneurs de la cyber, de la première heure, une nouvelle initiative d'investissement dans les startups de la cyber pour essayer de créer la future génération de champions de la cyber. Et ça m'occupe déjà beaucoup tout ça. Et l'écosystème, pour moi, est aussi important que l'entreprise que je crée, c'est-à-dire que je pense qu'une entreprise se développe, dans l'IT en particulier, dans la cybersécurité, se développe plus vite, plus haut, plus fort, comme dirait Pierre de Coubertin, si elle est dans un écosystème favorable. Et donc, nous avons on va dire, la malchance d'être dans on a beaucoup de chance dans ce pays, mais dans l'IT, on est un peu en retard au regard de nos concurrents américains ou de certains autres pays, maintenant chinois ou d'autres pays, qui ont un écosystème très riche dans le domaine de l'électronique, du numérique de manière générale. Maintenant, nous avons aussi beaucoup de compétences, beaucoup de talents, beaucoup d'ingénieurs, et donc, on va dire que on a les fondamentaux pour créer cet écosystème. Et donc, je pense que c'est notre rôle, nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on est un peu nouveau dans un domaine, à la fois de donner et de recevoir. Voilà. Donc, donner pour créer un écosystème qui vous le rend et de qui vous recevez une fois qu'il existe. Et c'est pour ça qu'effectivement, je considère que construire l'écosystème est absolument essentiel. Développer un écosystème est absolument essentiel et nous avons une différence à créer, un nouveau standard du numérique à créer en étant européen, qui est un nouveau standard de numérique que j'appelle le numérique de confiance, qui va consister à créer un environnement numérique dans lequel on protège les données par design, par conception. Voilà, et par opposition au numérique américain des GAFAM, qui n'est pas forcément celui que nous préférons, ou celui des Chinois, qui est un autre numérique plus contrôlé. D'accord. Bon, tu as anticipé mes 4 questions sur le sujet de l'écosystème cyber. En fait, tu as répondu aux 4 questions d'un coup. Bon, donc, c'est pas mal. Juste pour information, est-ce que tu penses quand même
c'est est-ce qu'en France, on en fait quand même assez pour favoriser. Alors en France, alors on va parler d'Europe, hein, parce que depuis tout à l'heure, tu nous orientes vers un marché européen. Est-ce qu'on en fait assez pour justement concurrencer, entre guillemets, les États-Unis, la Chine ou même les Russes? En France, on est très fort pour réguler, pour écrire des règles, pour légiférer aussi. Maintenant, on forme aussi d'étudiants dans nos domaines. Et d'ailleurs, l'ingénieur français est recherché dans le monde entier. Hein, le talent français est recherché dans le monde entier. Maintenant, il est vrai que ce que l'on a besoin de faire aujourd'hui en France, et ça c'est mon intime conviction, c'est de retrouver le goût pour l'industrie. L'industrie made in France, l'industrie made in Europe. Et je pense qu'en cela, on a un rôle, on a une chance particulière en étant français d'avoir su toujours créer des grands champions industriels comme Airbus, Alstom, Alcatel-Lucent en son temps, Arriva ou d'autres, tout un tas d'autres, de Schneider Electric ou autres, tout un tas de champions mondiaux dans leur domaine. Et donc, je pense que on doit retrouver le goût de ça, on doit retrouver le goût des usines, on doit retrouver le goût du travail dans des grandes organisations et donc ne pas se concentrer, on va dire, sur les fonctions financières, mais avoir retrouvé le goût de la terre et le goût de la fabrication. Et qu'en cela, le numérique est un bon compromis entre, on va dire, l'immatériel et la terre, l'industrie. En cela, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est aussi parce qu'il ne faut jamais oublier que l'informatique, l'IT, la cybersécurité, ça reste un outil qui doit aider à augmenter l'humain, le bonheur humain, le temps qu'on passe à faire autre chose qu'à faire des choses désagréables ou avoir de la douleur ou trouver des vaccins ou autre. Il y a tout un tas de choses à inventer grâce au numérique pour augmenter, améliorer notre bonheur sur Terre. Et je pense qu'il y a une chance absolument phénoménale pour énormément de gens qui cherchent des boulots d'avenir, de venir dans nos métiers et de nous aider, de renforcer nos rangs pour nous aider à construire des champions européens dans ces domaines de l'IT, du numérique, de la cybersécurité, plutôt qu'à aller chercher 1000, 2000 balles, 5000 balles de plus par an chez un acteur américain ou un acteur, on va dire, non pas un acteur américain, parce que c'est absurde de parler d'acteur américain en l'occurrence, mais avec un acteur étranger qui va se contenter de venir mettre des forces commerciales qui va changer en turnover tous les 2-3 ans sans, on va dire, construire ce que l'on peut, ce socle durable et industriel qu'ont créé nos aînés. Voilà, donc moi, c'est en tous les cas ça, cette aventure-là que je voudrais partager avec des talents. Et je suis prêt à repousser les limites de Walix, les frontières de Walix, pour faire en sorte d'offrir un maximum d'opportunités à des candidats de rejoindre notre ambition et notre aventure. Donc voilà, en fait, c'est un véritable appel que tu fais, hein, Jean-Noël. Et également, c'est la cybersécurité, il y a des enjeux, des opportunités business énormes, on le voit, Oui. hein. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de mettre de côté des valeurs ou de porter. Alors tu l'as dit en début d'émission, c'est changer le monde parce que bon, ça c'est toute volonté de d'entrepreneur. Mais voilà, mais ramener du bonheur, c'est très intéressant comme notion. On a tendance quelquefois à les oublier quand on parle de business. Pour terminer, on va terminer sur une note un peu plus, on va dire, légère. Hein. C'est Ouais. Allons-y. Que j'ai appelé Si je te dis. Donc, si je te dis, par exemple, après un entretien chez Walix, bon, Jean-Noël, c'est sympa Walix, mais j'aurais plus d'avantages en tant que salarié dans un grand groupe. Qu'est-ce que tu me réponds? C'est une autre expérience. Un grand groupe est une autre expérience. Il n'y aura pas plus d'avantages à aller dans un grand groupe aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus d'avantages à aller dans une PME de croissance ou une ETI de croissance comme Walix, car elle est le meilleur compromis qui soit entre la flexibilité, l'agilité d'une start-up
et la capacité, la pérennité et le branding and awareness d'un grand groupe. D'accord, d'accord. Et si maintenant, voilà, c'est un peu dans la continuité de la première question, mais si maintenant je suis un de tes salariés et je te dis, bon, là, Jean-Noël, bon, l'équipe, elle est top, les valeurs que Walix porte, je les partage, mais voilà, forcément, à un moment donné, on me propose un meilleur salaire ailleurs. Qu'est-ce que tu me réponds? Je réponds que si la proposition ou le salaire que vous avez actuellement chez Walix est déconnecté par rapport à une proposition tiers, dans ce cas-là, vous avez effectivement intérêt à aller ailleurs. Maintenant, s'il s'agit de gagner quelques 4 plus, on peut toujours construire un parcours, on peut toujours trouver une solution. L'argent est rarement une limite lorsqu'on a envie de travailler ensemble. C'est en cohérence avec tout notre entretien depuis le début. Et pour terminer, donc bon, on a parlé énormément d'inspiration. Là, cet entretien va donner à ceux qui vont regarder cette émission un certain bagage d'inspiration. Mais voilà, concrètement, maintenant, si je te dis, Jean-Noël, je passe un entretien dans 30 secondes chez Walix, est-ce que tu as 2-3 conseils à me donner pour assurer? Premièrement, soyez vous-même complètement, parce qu'il y a beaucoup d'humains effectivement dans Walix, et que notre DRH, nos DRH et notre chargé du recrutement sont extrêmement fines. Ensuite, deuxièmement, soyez ouverts. Et puis ensuite, je vous dirai, dites ce que vous voulez faire. Voilà, dites-nous ce que vous voulez faire. Voilà, comment vous vous projetez, et je vous conseillerais de n'avoir peur de rien, en fait. De n'avoir peur de rien. Allez-y, soyez vous-même, dites ce que vous avez envie de faire, projetez-vous dans cette entreprise et donnez, ça c'est vrai chez Walix comme partout ailleurs, dites ce que vous voulez faire et donnez envie. Voilà, donnez envie de partager un bon moment de vie avec vous. Donner envie. Donner envie. On va terminer cette émission passionnante, Jean-Noël. On va juste citer les DRH et chargés de recrutement Delphine et Salomé, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur LinkedIn, mais parce qu'on a parlé de LinkedIn, mais également sur Cyberjobs. Vous pouvez retrouver Walix sur Cyberjobs, consulter les offres à pourvoir chez Walix. Jean-Noël, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Pour l'inspiration que à moi-même tu m'as donnée, je ne m'y attendais pas autant. Et voilà pour cet échange intéressant. Merci à Cyberjob et longue vie à son fondateur. Merci beaucoup, Jean-Noël. Allez, à bientôt. À bientôt.